Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss. Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique. Pour nous aider à développer Sens Créatif cette année, soutenez-nous sur Patreon ou Tipeee. Cela vous donnera accès à la communauté du Patate Club, aux lives mensuels exclusifs avec des professionnels clés du milieu de l'illustration et à des tas d'autres bonus pour vous permettre d'avancer dans votre carrière d'artiste freelance. Nous soutenir, c'est contribuer à faire de Sens Créatif un podcast indépendant et une ressource incontournable pour tous les artistes de l'image francophone. And here we go pour le 95e épisode de Sens Créatif en direct sur Twitch. Bonjour Laurent. Bonjour. Lequel ? Bonjour Laurent. Ça va être un running gag pendant toute la soirée. C'est ça, exactement. Non, bonjour Laurent. Alors, on est très heureux d'être avec vous encore une fois sur Twitch. Alors, vous aurez, pour nos habitués, peut-être remarqué qu'on se présente un petit peu différemment là au niveau de l'habillage. Donc, on fait ce live stream depuis une autre plateforme qu'on a l'habitude, mais juste pour éviter d'avoir les petites galères de son dont vous avez peut-être été les témoins par le passé. On s'est dit qu'on voulait juste simplifier. Donc voilà, ce sera juste nos trois petites têtes. On n'est pas des pros sur OBS, quoi. Nous, c'est voilà. Voilà. Mais n'hésitez pas à commenter sur Twitch. On suit toujours, à poser vos questions à Laurent Duvou, notre invité, donc. Et on surveillera tout ça. Et si on a des questions qu'on fait remonter ou à la fin, il y aura toujours des moments pour les poser. Voilà. Alors, sans plus tarder, Laurent, bienvenue sur Sens Créatif. Merci les amis. Je suis très heureux d'être là. Alors, bienvenue, mais en fait, re-bienvenue, parce que c'est la deuxième fois que tu passes sur Sens Créatif. Cette fois-ci, c'est à l'occasion de la sortie de ton premier roman graphique intitulé Décroche, un livre dont j'ai eu le plaisir de suivre l'élaboration, car on a partagé un atelier. Coucou Aurélien Janet, on t'envoie des bisous du temps où j'étais, en tout cas, à Maison Tangible. Et tu travailles déjà dessus à cette époque-là. Et je me souviens Exact. Quand j'ai vu ça, j'étais genre ça. Quand ça sort, je veux une interview sur Sens Créatif. Donc, notre conversation aujourd'hui, c'est un petit peu la suite de l'épisode qui est sorti en 2020. Ça remonte déjà à 3 ans. Le confinement était pas loin. Donc, on aura l'occasion de revenir un peu sur cet aspect un peu suite. Et si vous n'avez pas encore écouté l'épisode de Laurent Duvou et que vous écoutez cet épisode a posteriori, mettez sur pause, allez écouter son épisode et puis revenez écouter. Pour ces personnes justement qui ne te connaissent peut-être pas encore, on va plonger juste après dans ton œuvre. Mais est-ce que tu peux brièvement te présenter juste pour un petit peu rafraîchir la mémoire de ceux qui débarquent? En dehors de Décroche, Ouais. alors, je suis illustrateur, principalement illustrateur de presse, mais illustrateur au sens large. Je me souviens que quand on avait fait la première interview, j'avais écrit sur ma bio Instagram illustrateur, mais pas que. Presse, mais pas que. C'est ça. Mais voilà, c'est illustrateur de presse principalement parce que c'est la plupart de mes clients, mais illustrateur en général aussi pour de la communication, pour des particuliers. Enfin voilà, pour tout, c'est la magie de ce métier, c'est de pouvoir bosser sur des projets auxquels tu pensais même pas. Tu bosses sur des projets que des gens qui sont parfois des inconnus viennent te proposer. Donc voilà, c'est principalement de la presse, mais illustrateur de presse, mais pas que. Ouais. Pour parler un peu de ton style, t'as une approche qui donne vraiment la part belle au concept visuel des images. T'aimes bien aller à l'essentiel en fait de ce que t'as à raconter. Ouais, alors ça c'est, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure. L'illustration de presse, c'est pas moi qui l'ai choisi. Comme en fait toutes les étapes de ma carrière d'illustrateur indépendant, ça s'est fait pas par choix personnel, mais par des demandes, des opportunités qu'on m'a proposées. Quand on s'est lancé, donc alors pour refaire un peu l'historique, pour que les gens comprennent, on en parlera pour parler du livre. Moi, j'étais créatif en agence de publicité, salarié. Arrivé à 30 ans en 2007, j'avais très envie de revenir à mes premiers amours, ce pour quoi j'avais fait des études, à savoir le design graphique, le graphisme au sens large, et m'éloigner un peu de la conception publicitaire. Et je voulais pas le faire seul, donc j'avais proposé à mon ami Eric, qui était pareil créatif en agence de pub, de sauter le pas avec moi.
j'avoue que c'était quand même un peu flippant quand t'es salarié, quand t'as toujours été salarié, te lancer seul, c'est pas évident. Te lancer seul, à aller démarcher des clients, à faire quelque chose d'assez nouveau, c'est encore moins évident. Le faire à deux, le faire avec lui, c'était une évidence. Donc voilà, je voulais le faire avec lui. C'était ton meilleur ami. C'était mon meilleur ami. On s'était rencontrés en agence, on se voyait en dehors du boulot, on se voyait pour des apéros. Enfin, en 2007, quand on s'est lancé, on n'était plus dans la même agence, mais on continuait à se voir très régulièrement. Je te parle de ça, c'est vraiment se voir toutes les semaines, quoi. Faire des concerts ensemble, faire des soirées, expos. des expos, des soirées de potes ensemble. Donc ouais, on était très très proches, quoi. Mais on s'est lancé en design graphique et sans même parler d'illustration au départ. Les projets d'illustration sont arrivés parce que des clients nous ont proposé, nous ont dit j'aime bien ce que vous faites, mais voilà, est-ce que vous pouvez nous faire plutôt une illustration? Et là, genre, en fait, nous, on est graphiste, on fait plutôt de l'affiche, de la composition typographique, des choses comme ça. Mais ouais, ok, pourquoi pas. Enfin, tout nous intéressait. On était assez pluridisciplinaire. Donc, il y avait aucune raison, à aucun moment, on s'est dit non, on fait du graphisme, on fait pas d'illustration. On se voyait plus comme un studio. J'étais pas des puristes. Oui, non. Et puis on allait faire du photomontage, on allait faire du pixel art, pas aussi bien que Laurent, mais parce que ça nous fait. Oui, t'en utilises encore. Je vois de temps en temps, t'es encore un petit peu influencé par ça, notamment les curseurs. T'aimes beaucoup le signe des curseurs. Ouais, ça, on va y venir après avec les gimmicks, les icônes pour trouver des idées pour la presse. Ouais, le curseur de la souris. C'est quand même le meilleur symbole pour dire numérique, Internet, ordinateur. Et c'est vrai que c'est une forme tellement connue qu'à un moment jouer avec pour l'associer à un autre élément pour trouver une idée conceptuelle. C'est vrai que ça marche toujours plutôt pas mal, quoi. Mais bref, donc ouais, on est venu à l'illustration au fur et à mesure parce que des clients nous l'ont proposé et on va en parler après, mais donc voilà, est arrivée la soirée du 13 au Bataclan. Moi, j'en suis sorti, Eric est décédé. À l'époque, on faisait pas du tout l'illustration de presse. On en avait fait une ou deux, mais pareil que des projets qu'on nous avait proposés, mais on voyait ça plutôt, on avait plus une approche illustration, graphisme, plutôt que illustration conceptuelle. Et quand je me suis retrouvé seul, je l'ai pas réfléchi vraiment, c'est revenu de façon un peu inconsciente. Mes années de concepteur créatif en agence de pub, j'ai été créatif au début des années 2000 et à cette époque-là, dans la pub, c'était vraiment la part belle au visuel. C'est très peu de mots, des visuels. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait une campagne Perrier dans 4x3 dans Paris où tu avais un t-shirt Einstein qui tire la langue, la fameuse photo de Einstein, avec un verre de Perrier à côté. Et c'était que des jeux visuels. T'avais ni le logo, t'avais aucune accroche, t'avais pas de mots. C'était toutes les idées passées par l'image, quoi. Par l'image et surtout par un twist visuel. Et quand des clients dans des DA de presse sont venus me proposer de faire d'illustration, bizarrement, je te dis, c'est venu naturellement. Je me suis remis dans cette méthode de travail qu'on avait tous en publicité à l'époque, d'associer un visuel avec un autre pour essayer d'en sortir une idée. Ouais. Alors c'est drôle parce que moi j'ai déménagé enfin c'est drôle entre guillemets. J'ai déménagé en 2013 à Paris. Je me suis lancé du coup dans l'illustration. Donc ça concorde un petit peu. Par la suite, moi, ce qui m'intéresse, on avait parlé dans l'épisode précédent, c'était justement l'illustration de presse conceptuelle. Donc, assez rapidement, au bout d'un certain temps, on s'est un peu calculé, on est devenus potes. Et je me souviens que, du coup, du temps passe. Et puis en 2020, quand je t'ai contacté pour t'inviter sur le podcast, j'ignorais absolument cette histoire de Bataclan. Je n'étais pas du tout au courant. Et je me souviens, tu m'as appelé pour me dire, merci pour l'invitation, mais est-ce que tu es au courant? Et donc j'étais sur le cul, évidemment. Tu voulais savoir si je voulais en parler ou pas. Donc pour moi c'était up to you. Donc on en a discuté. Puis là, flash forward, on est en 2023 et ton premier roman décroche
vient de sortir donc un roman graphique qui revient sur les événements qui ont entouré cet événement tragique, donc avant et après. C'est un projet hyper fort. Comment est-ce que tu peux nous raconter, parce que c'est pas tous les jours quand même, comment l'idée de te raconter à travers cette bande dessinée t'est venue? Alors c'est pas arrivé du jour au lendemain, c'est très dilué dans le temps. J'ai pas réécouté l'épisode Sens Créatif où tu m'avais invité, mais je sais qu'à l'époque il n'était pas du tout encore, il y avait rien d'acté, rien de concret pour pouvoir faire cette bande dessinée. Quand je parle de quelque chose de concret, c'est une maison d'édition ou quelqu'un qui m'aide à porter ce projet. Mais je me souviens que dans la discussion, je pense qu'à un moment, je te parle de bribes, de choses que j'ai pu noter, qui éventuellement pourront être un récit plus tard. Mais voilà, j'avais pas abordé le sujet parce que c'est pas par superstition, mais en gros rien n'était fait. Ça se trouve, ça allait pouvoir se faire. J'ai la chance de pouvoir être là avec vous aujourd'hui. Ça s'est fait, mais ça aurait pu très bien ne pas se faire. Et c'est pas grave. J'aurais continué ma vie, mon métier. Mais tu l'as fait. Tu l'as fait. Ouais, tu l'as fait. Ouais. Je l'ai fait. Alors pour avoir les étapes, parce que vraiment encore une fois, ça a été dit dans le temps. La première chose, la colonne vertébrale du projet, c'est les rêves que j'ai fait dans les jours qui ont suivi, qui me permettent en fait de parler avec Eric et lui de me parler, même si je sais très bien que c'est mon inconscient qui le fait parler, il est plus là. Mais voilà, je me souviens jamais d'aucun de mes rêves. J'ai la chance d'avoir un sommeil. Enfin voilà, je dors bien, mais je fais pas de cauchemars, je fais pas de rêves particuliers, et surtout le matin, je me souviens jamais de mes rêves. Ces rêves-là, ceux que je raconte dans la bande dessinée, je m'en souvenais très précisément. Évidemment, dans les minutes après m'être réveillé, donc je les avais notés à l'époque sur papier. Et je me souviens très bien les avoir notés en me disant, sois honnête avec toi-même, ils sont pas évidents, ils sont un peu durs, ça s'est pas très bien passé. Finalement le rêve, l'échange que je pouvais avoir avec Eric dans chacun de ses rêves était assez malaisant, assez délicat. Déjà, sois honnête avec toi-même, note-les tels qu'ils sont, parce que si un jour tu reviens sur tes notes, tu ne te souviendras pas de tes rêves. La seule façon que tu auras de te souvenir de ces rêves, c'est les notes que tu auras prises. Donc voilà, j'avais noté ces rêves-là en disant quand même, ils étaient assez forts, ils m'avaient marqué au point où je me réveillais le matin et j'avais un sentiment très... c'est horrible de dire ça, il faut vraiment mettre des formes et se remettre dans le contexte du traumatisme des semaines qui ont suivi. C'est, tu te réveilles, tu dis ce rêve était horrible, et tu as une pensée qui traverse l'esprit de te dire, ah non, en fait ça va, tout va bien, il est bien mort, c'était qu'un rêve. Oui. Tu travailles avec ça, genre tu passes vraiment une sale journée, tu passes une sale semaine, c'est compliqué. Donc je sais pas du coup tout ce que j'allais faire de ces rêves, mais je les ai notés. Et après, la mémoire fait son travail. Il y a des choses dont je me souvenais, des soirées que j'ai fait avec lui, des échanges que j'ai eu avec des amis dans les jours qui ont suivi ou les semaines qui ont suivi. Donc voilà, ça je les ai pas notés, mais c'est resté. Ma mémoire a fait une sélection en disant ça tu t'en souviens, ça tu l'as zappé. Et à un moment je m'étais dit voilà, le premier projet c'était d'en faire une sorte de une sorte de petite auto-édition, mais d'une quinzaine de planches, noir et blanc, un peu fanzine, un peu auto-édité, même pas pour le sortir, plutôt pour le faire pour moi, en disant voilà, comme ça tu auras une trace de ça. Je l'ai pas avec moi, je suis désolé, je fais l'interview depuis chez moi pour être un peu au calme, mais je suis content de l'avoir gardé. Il est au bureau. J'ai les premières notes que j'avais prises et surtout ce premier petit carnet en croquis absolument dégueulasse. Une sorte de première version en fait. Ouais, c'est un carnet un petit carnet à carreaux format A5 où j'avais noté couverture tel motif. Et finalement, en fait, quand je revois ce carnet, ça tient en 15 pages, mais ces 15 pages sont quasiment toutes dans la BD finale.
Ah ouais. Donc j'avais ça. C'est des pages de rêves. Alors, c'est les rêves, mais c'est principalement les rêves. Et c'est, si je me souviens bien, 2-3 éléments aussi que j'ai intégrés dans le récit complet. Mais voilà, oui, à la base, c'était quand même dessiner, mettre sur papier ces rêves-là. Et puis je m'étais dit un jour je le ferai, un jour où tu sais, on a tous un peu des projets perso. Tu dis tiens bah cette semaine j'ai moins de boulot, j'attends un retour client, je peux m'y mettre. Je m'étais dit un jour je le ferai. Et après la chance que j'ai eue c'est les rencontres. Et les rencontres, c'est les remerciements en première page de la bande dessinée. C'est les rencontres qui ont fait que ce projet a pu exister. Du coup, tu as rencontré qui t'a poussé? Alors, pour le faire dans l'ordre, la première personne, c'est un ami que je connais des agences de pub, qui est freelance aujourd'hui, qui aime bien organiser des déjeuners, un peu comme vous. Tu vois, il aime bien mettre en relation des gens, juste pour discuter, juste pour le plaisir de rencontrer des gens en disant tiens il y a des atomes crochus, il y a des affinités, ça peut être sympa. Il me fait je déjeune souvent avec lui en ce moment avec un graphiste freelance et un photographe. Voilà, on a des parcours très différents mais on aime bien se voir pour parler un peu de nos approches, mais on se connaît que par ces déjeuners qu'organise donc Grégory Fernbach. Je sais pas si je l'ai cité, donc Grégory Fernbach m'appelle en disant écoute, je ne sais pas si tu connais, il y a une illustratrice qui s'appelle Vainou de Castelbajac. Si j'allais te poser la question si c'était la même Vainou, mais effectivement, c'est elle. Ouais, Vainou de Castelbajac. Et en fait, le point de départ, il me dit, en fait, c'est marrant, vous êtes tous les deux des anciens publicitaires qui êtes tous les deux devenus des illustrateurs. Donc, en fait, c'est marrant, vous avez le même parcours, mais vous ne connaissez pas. Il organise un déjeuner. On se voit tous les trois. Et Vainou, on ne se connaissait pas du tout. On parle un peu du métier et c'était en 2016-2017. Elle connaissait pas Eric, elle connaissait pas mon histoire, elle connaissait pas l'histoire du Bataclan. Et bref, dans la conversation, je lui raconte ça et je lui dis j'ai un projet, voilà, c'est un petit carnet de croquis. Un jour, j'en ferai peut-être un truc. Et là, elle m'a dit spontanément, elle m'a dit mais moi j'ai été édité chez Delcourt. Alors pas une bande dessinée, elle a fait un recueil, c'est du livre humoristique, c'est il faut voir, en fait c'est pas de la BD. Bref, c'est édité chez Delcourt. Et elle me dit mais je te mets en contact avec Delcourt. Ce projet il est intéressant. Je suis sûr qu'il y a matière à en faire quelque chose une vraie bande dessinée. Donc voilà, elle me met en relation avec une éditrice chez Delcourt, Alix de Sanderval, qui très gentiment, ça j'étais bluffé, le lendemain m'envoie un mail. J'envoie un mail, elle me répond par mail en disant écoute, c'est intéressant, voyons-nous, on prend un café. On a pris un café et elle m'a dit écoute, tu vas faire comme tout le monde, tu vas tu vas t'y mettre mon gars. Ouais, tu vas t'y mettre parce que je suis arrivé devant elle un peu penaud avec mon petit carnet A5. Je vous ferai des photos. Tu vas aller bouger tes petites fesses et tu vas en faire une bande dessinée, ok? Mais exactement, parce que non, avant d'en faire une bande dessinée, elle me dit tu vas faire un dossier complet comme n'importe qui, c'est-à-dire une note d'intention, qui tu es, c'est quoi ton projet et pourquoi tu veux raconter cette histoire, un synopsis complet et quelques planches un peu abouties pour qu'on puisse un peu voir poussé à concrétiser le truc. Et elle a compris un truc chez moi tout de suite. On a déjà parlé, Jérémy, tu sais comment je fonctionne. C'est le côté carré. T'es très carré. je suis très carré, mais alors c'est pas de la fainéantise, mais j'ai besoin du travail de commande. C'est et vous m'avez pas posé la question, peut-être qu'elle est plus d'actualité. Qu'est-ce qui me fait me lever le matin? Oui. Tu vois, c'est merci de revenir. Et moi, je t'avais répondu dans notre première interview. Donc, oui, ton travail, le fait, oui, c'est quelque chose qui te sort vraiment du lit, ouais, en effet, ouais. Non, mais la commande. La commande. Ah, la commande, pardon, oui, tout à fait, oui. Il y a une attente, en fait, s'il y a quelqu'un à l'autre bout du fil. Oui, c'est me lever le matin, page blanche, mon atelier, la grande toile. Qu'est-ce que je vais créer aujourd'hui? C'est pas possible. C'est pas dans ma nature. Ça ne fonctionne pas avec moi. Le travail de commande, un client qui m'appelle en me disant est-ce que tu es dispo, intéressé par tel sujet, le budget s'étend et le délai s'étend. Là, mon cerveau t'es toujours partant.
Et cette bande dessinée, je pense que j'avais ce problème-là, c'est que tant que ça ne passait pas par les mains de quelqu'un d'autre pour que ça devienne presque, je dis presque, mais en fait, je pourrais enlever le presque pour que ça devienne complètement un travail de commande. J'avais pas le déclic pour m'y mettre. Et t'avais pas l'engagement, je comprends, ouais. Même ne serait-ce que faire ces 10 planches noir et blanc, un peu fanzine, juste pour moi, pour me dire, tiens, voilà, tu l'as fait. Aujourd'hui, il y a plein de sites, tu vois, pour pouvoir éditer un petit bouquin cartonné, un peu joli. J'aurais pu le faire, le mettre dans ma bibliothèque, et me dire, voilà, c'était, même ça, j'y arrivais pas. Et Alix a compris le truc, et elle m'a donné un délai. Elle m'a dit, tu vas faire une note d'intention, tu vas faire un synopsis. Enfin, elle m'a fait, les gens qui veulent faire de la bande dessinée et qui voudraient approcher des maisons d'édition, je les invite à aller sur le site Delcourt. Elle m'a dit, tu vas sur le site Delcourt et il y a toute une page de vous voulez être édité, voilà ce qu'il faut faire. Et elle m'a dit, tu vas. Donc tu l'as lu attentivement, cette page. Ah bah oui, évidemment. Laurent est super méticuleux. Non, mais c'est hyper intéressant. T'aurais pu genre dire, je fais une BD, quoi. Mais non. Ah oui, non, ça suffisait pas. J'étais personne, j'ai jamais fait de BD. J'ai apporté un carnet de croquis A5 avec des personnages. Les personnages sont dessinés bonhommes. Enfin, tu vois, genre un rond, tu vois, genre les bonhommes bâtons. Les bonhommes bâtons. Même moi, j'arrivais pas à me relire. Qu'elle me dise, écoute, c'est intéressant, il y a matière. Ça valide, ça c'est déjà encourageant, ça. Oui, c'est très encourageant. Et puis elle m'a dit, écoute, j'ai compris voilà comment tu fonctionnes. Je vais te donner un délai. Donc je sais plus quand est-ce qu'on s'est vu, mais en gros j'avais 6 mois pour faire la note d'intention, le synopsis. Oui, parce que le projet a pris plus de temps. Hein. C'était quoi, 2 ans t'as bossé dessus? Ouais, 2 ans sur la réalisation des planches, mais cette période-là, elle est importante parce que je suis passé de ce carnet de croquis que je traînais inconsciemment, enfin pas inconsciemment, mais dans un coin de ma tête, sans vraiment y penser. Et là, elle me dit, une BD, c'est 160 pages. Il me faut un début, un milieu, une fin. Donc il faut que le synopsis, c'est pas, en gros, je veux raconter ça, il nous faut le début, le milieu, la fin. Il nous faut l'intégralité de ce que tu veux raconter. Et après, à toi de faire en sorte que ça tienne en 160 pages. Voilà. Et là, moi, là, pour le coup, je suis là, genre, des contraintes, une commande. Parfait. Formidable. Et là, il y a eu un vrai déclic de, encore une fois, de sa part, il n'y avait aucune garantie que ça se fasse. C'était, en gros, on prend un café, mais tu vas faire comme tout le monde, il n'y aura pas de passe-droit, ça passe en lecture, en interne, et on te répondra si ça se fait ou pas. Et est-ce que cette note d'intention, ces 6 mois, t'ont forcé du coup à chercher ton angle, ou c'était relativement clair dès le début, parce que t'as un angle très intéressant qui est que tu ne relates absolument quasi pas ce qui s'est passé au Bataclan, mais tu relates tout ce qui s'est passé avant et après. Et du coup, pourquoi et comment est-ce que cet angle-là est un peu arrivé? Ça, je l'avais depuis le début, je le savais. Je voulais pas raconter ce qui s'était passé ce soir-là dans la salle pour plusieurs raisons. C'est je suis pas resté très longtemps entre le moment où les terroristes sont arrivés. Moi, j'étais avec Eric dans la fosse et ma compagne. Je vais pas l'appeler ma compagne pendant toute l'interview, je vais l'appeler par son prénom, Anka. Elle est aussi dans les remerciements, elle apparaît dans la bande dessinée. Dans le livre, oui. Et voilà. Et Anka et moi, on s'est retrouvés allongés ensemble. On a eu cette chance de pas être séparés par le mouvement de foule. Ah oui. Mais on y est resté très peu de temps, on y est resté 15 minutes, et moi j'ai rien vu du tout. C'est-à-dire que j'ai pas vu les terroristes. Le cerveau a fait une sorte d'airbag de protection, c'est-à-dire que quand on s'est levé, on est sortis tous les deux par l'entrée principale, pas du tout par les issues de secours qu'on a pu voir aux infos après. Oui, ce sont des images qui sont restées dans le crâne des gens en fait. Hein. Ces images de l'issue de secours, elles sont très connues. Ça s'est passé quasiment en même temps, je crois, mais c'est les gens qui étaient proches de la scène qui sont sortis par les issues de secours. Par le petit passage. Nous, on est ressortis bêtes et méchants par l'entrée principale, par là où les terroristes sont arrivés, mais à ce moment-là, on le savait pas, quoi. Mais voilà, là, je vais pas rentrer dans les détails, mais entre la fosse et la sortie, en fait, on a fait le chemin inverse des terroristes. Donc tous les gens qu'on a vus par terre étaient décédés.
Mais voilà, j'avais pas envie de raconter ça. Deux, non, à aucun moment j'avais envie de le raconter. Puis surtout, on fait pas partie des gens qui ont été pris en otage, qui sont restés jusqu'à l'intervention de la BRI. Et encore une fois, moi, j'ai rien vu. J'ai passé 10 minutes dans la nuque, la tête dans la nuque d'Anka, au sol, à attendre que ça se passe. À un moment, il s'est passé quelques secondes où ça tirait plus. Bêtement, on s'est dit, c'est bon, ils ont arrêté, ils sont barrés. On s'est relevé. Manque de peau, on était les deux seuls à se relever à ce moment-là, donc ils ont retiré. Je suppose un peu dans notre direction. Mais voilà, j'avais pas envie de le raconter, c'était pas du tout. C'est pas le propos de la BD. Et puis il y avait, alors je l'ai pas lu parce que j'ai rien lu d'auteurs ou de réalisateurs ou de gens qui ont pu aborder ce sujet-là avant de faire la BD, parce que j'ai la chance psychologiquement d'en être sorti assez, pas tout de suite, mais plutôt indemne. Le fait d'avoir un métier qui me plaisait, le fait d'en être sorti avec Anka ensemble, d'avoir pu vivre les semaines qui ont suivi ensemble, ça nous a beaucoup aidé. Donc j'avais pas envie de me plonger dans les récits des autres. Mais il y a un auteur de bande dessinée qui s'appelle, alors je sais pas si on dit Fred de Wild ou Fred de Wild, qui avait, dans les 6 mois qui ont suivi, raconté lui le fait la soirée, uniquement la soirée, une BD qui s'appelle Mon Bataclan, et que j'ai pas voulu lire parce que en gros j'aurais pu être à sa place, être à la place de ces gens qui sont restés allongés dans la fosse jusqu'à 2 heures du mat. Donc j'étais pas légitime de raconter mes 10 minutes à l'intérieur, et 2, c'est pas ce que j'avais envie de raconter. Le point de départ, c'était vraiment c'est la perte d'un ami. On a perdu Laurent. Non, il est toujours là. Non, je suis toujours là, t'inquiète. Il regarde les commentaires. Chat. C'est ça. J'ai perdu vos caméras, mais c'est pas grave, je vous vois plus. Ah, d'accord, ok, très bien. Tu nous entends? Ouais, je vous entends très bien. Oui, ça doit rafraîchir, là. Nous, on te voit, en tout cas, toujours. Donc ouais, c'était repose-moi la question. Pourquoi est-ce que non, mais donc, du coup, t'as vite compris quelque part que ta bande dessinée serait sur le thème du deuil, et ça parle aussi de résilience, de reconstruction. C'est hyper personnel, et en même temps, cette histoire, tous les Français la connaissent. Donc c'est intéressant, ce jeu de c'est ton vécu avec une histoire que beaucoup de personnes se sont appropriées. Ça peut être un petit peu délicat, et ta bande dessinée, t'as réussi à en faire quelque chose d'assez universel, justement, à travers. Ouais. Alors ce qui est intéressant, si Jérémy a noté, c'est justement le choix de la bande dessinée qui permet justement d'aller vers cette capacité à créer une histoire à plusieurs entrées, plusieurs issues, et aussi qui fait référence à ce que le lecteur peut apporter, la lectrice peut apporter lui-même ou elle-même dans le récit de Laurent. Oui, alors bon, après, je suis pas très doué pour écrire, donc je me suis jamais posé la question d'en faire un roman. Je suis illustrateur, donc si à un moment il fallait que je raconte une histoire, ça passait forcément par l'illustration. Mais pour revenir sur le synopsis et sur la réflexion de ce que je voulais raconter, ça me permet de reprendre le lien en plus sur le fil des rencontres et des Vas-y. Dans les remerciements, c'est qu'après Alix, donc il me dit il faut écrire ton synopsis complet. J'ai eu une sorte de blocage où je me suis rendu compte que les rêves, je savais comment les raconter. Les passages que j'avais gardés en mémoire, je savais comment les raconter, mais je n'arrivais pas à agencer tout ça et à sortir de ma propre petite histoire. Et là, elle est dans les remerciements. C'est Anka qui me voit un peu bloqué. Je dis en fait j'ai un blocage. Il faut que je fasse 160 pages. Et j'ai l'impression d'avoir, des 15 pages que j'avais au départ, je peux arriver à 50. Mais les 160 pages, j'ai l'impression de faire du remplissage, et remplir pour remplir, ça n'a pas grand intérêt. Et je m'en souviens très très bien. Anka, un dimanche soir, me dit attends, tu sais quoi, refile-moi ton synopsis. Ok, tu regardes un film, fais ta vie. Surtout, tu te mets pas derrière moi. C'est ton éditrice. C'est réellement alors c'est pas du scénario, mais ma co-autrice, vraiment, en une soirée.
elle prend des notes. Et là, je suis très content aussi dans mon petit dossier avec mon petit calepin. J'ai aussi ces notes-là. Et elle me remplit, je sais pas, genre 5-6 pages de notes. Et je regarde en disant, attends, on est d'accord que tu as compris, j'ai mon histoire, je la raconte, j'ai l'impression que tu essaies de que tu es en train de te l'approprier. Elle me dit, non, tu me laisses, regarde ton film. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. En une soirée, en 2 heures de temps, elle me pond 6 pages. Je regarde les 6 pages. Je regarde aujourd'hui ces 6 pages. C'est 80% du déroulé de la bande dessinée d'Ef. Du coup, c'est elle qui a apporté ce côté, tous les événements autour. Non, en fait, elle a su agencer, chapitrer, remettre en place un peu mes idées. En disant, regarde, ça, tu le racontes après, mais t'es obligé d'avoir une bulle de dialogue qui explique le truc, alors que tu veux jouer. J'avais aussi cette envie d'illustrateur, l'illustration, le dessin permet ça, d'avoir des gammes de couleurs. Ça, c'était quelque chose que j'avais en tête au départ. C'est que les rêves soient d'une couleur et le reste du récit dans une autre couleur. Et ça marche très très bien, ça, d'ailleurs. Et je me suis rendu compte, et c'est aussi grâce à Anka, que des flashbacks permettaient de raconter des choses sans avoir à faire une bulle de dialogue. Ah, mais tu te souviens, il y a 2 semaines, tu m'as dit ça, machin, tu sors les rames. C'est très contemplatif, ta bande dessinée. Ouais, ça démarre par une contemplation, d'ailleurs, parce qu'en fait, on rentre en fait dans ton récit par le biais de cette expo où tu te retrouves face à une image en fait de forêt. Et moi, j'avais vraiment envie de te poser la question est-ce que c'était une peinture, une illustration, une photographie? C'est une photo. Et donc ça, tu l'as vraiment vécu. Oui. Comment t'es rentré dans dans cette photographie-là de cette forêt? Qu'est-ce que ça a provoqué chez toi? Pourquoi t'as utilisé ce ressort-là pour lancer l'histoire? Ça faisait écho avec tes rêves, sûrement, qui se passaient dans des forêts? Oui, alors j'ai réfléchi un peu pendant l'écriture et puis après pendant la réalisation des planches. Pourquoi la forêt? Pourquoi ça me parle? Il y a plusieurs raisons. J'ai grandi, la maison de mes parents, ils habitent toujours dans la même maison, donne sur une forêt. Du jardin de mes parents qui est pas très grand, tu vois la forêt, mais une vraie forêt, tu vois, pas un petit square, une vraie forêt dans laquelle tu peux te perdre. Ouais, le sauvage qui est juste à côté de l'endroit où finalement t'es en sécurité, quoi. Le sauvage mais le sauvage qui était notre terrain de jeu avec mon frère, avec mes potes, c'est-à-dire on prenait nos vélos, on allait se perdre, des cabanes, tous les jeux que tu peux faire quand t'es gamin en forêt, c'était un terrain de jeu. On n'avait pas de téléphone, ça tout le monde le raconte, mais il y a ce truc, on rentrait. Quel âge, Laurent? C'est tombé. Non, mais il y avait ce truc c'était un jeu, on rentrait à 21h couvert de boue. Donc, il y avait ça. J'ai grandi à côté de forêt et je sais pas. Mais je pense que tout le monde a ça. Quand tu vas en forêt, tu te ressources, mais ça fait un peu peur aussi, la forêt. Tu te ressources et en même temps, ça peut être angoissant si tu t'y perds. La forêt que tu dépeins, elle est angoissante. C'est pas le terrain de jeu, là. Non, c'est pas le terrain de jeu, mais c'est en tout cas, et tous les rêves que j'ai fait se passent vraiment dans des forêts. J'ai fait 2-3 petits changements. Je sais que le dernier rêve, quand là, Eric prend vraiment la parole et me gueule dessus. Je suis chez moi, mais tu vois, je fais revenir de la végétation. Ça, c'était aussi pour la compréhension du récit, t'es obligé de faire un peu des rapprochements temporels, mais le rêve que j'avais fait à l'époque se passait vraiment en forêt, sans passer par la case je suis chez moi dans ma salle de bain. Mais donc il y a eu ça et ça m'a toujours resté. On faisait beaucoup d'expos photos avec Eric. Eric est un grand passionné de photos. C'est-à-dire que quand on travaillait à 4 mains sur tous les projets, mais on a évidemment besoin de petites bulles, de petits projets personnels, chacun de notre côté pour se ressourcer. Moi, c'était l'illustration, différente de celle qu'on faisait, et lui, c'était la photo. Et donc, j'aimais beaucoup la photo, mais ma culture photographique a été décuplée à ses côtés parce que on faisait je sais pas combien d'expos par mois, et je sais qu'à chaque fois que je me retrouvais devant une photo de forêt,
c'est assez classique finalement. Tu vas à Paris Photo où tu vois plein de galeries, plein de photographes du monde entier. Et le thème de la photo de forêt revient assez souvent. Tu sens que pour les photographes, c'est fascinant. Ouais, il y a un côté fascinant. Alors, des fois, tu peux truquer un peu le truc, en mettant une lumière ou un fumigène pour créer une ambiance un peu cinématographique. Des fois, c'est des photos où vraiment tu sens que le photographe s'est posé à un endroit avec son appareil et il a attendu la bonne lumière, la bonne ambiance. Et je sais pas, ça m'a toujours vraiment interpellé. Est-ce que le fait d'illustrer ces rêves qui étaient hyper prenant et significatif pour toi, le fait de les mettre sur papier, de les dessiner dans cette bande dessinée, voilà, ça existe du début à la fin. Est-ce que ça a été une manière pour toi de les exorciser? Est-ce que ça a fait cet effet-là chez toi? Ouais, le point de départ, le fait de les noter et de vouloir en faire ce petit livret là de 15 pages, c'était pour l'exorciser. Et après, le fait d'en faire un récit complet qui allait sortir et donc qui est public, qui va te prendre des années. Ouais. Ouais, c'était, je sais pas si c'était exorcisé, mais c'était accepter d'évoquer publiquement quelque chose qui est quand même très délicat, qui est évidemment tu perds un ami proche, évidemment c'est extrêmement douloureux, mais j'étais aussi à un moment de ma vie où je me posais la question de bon, moi j'adore l'illustration. Eric, lui, tu sentais que on y allait vraiment à être 100% illustrateur. Lui, on en parlait beaucoup. Il avait un regret en disant, à la base, on s'est lancé tous les deux pour faire du design graphique. L'illustration, c'est sympa, mais là maintenant, on ne fait que de l'illustration. On a eu la chance en plus de changer d'agent pour passer chez Talkie Walkie. Edouard et Sarah que j'embrasse, qui sont encore aujourd'hui mes agents, mais qui sont pas des agents de graphistes illustrateurs, qui sont des agents d'illustrateurs. Moi, c'était fantastique. Et je me souviens que la première question qu'Eric a posée à Edouard quand on s'est rencontrés, c'est mais est-ce que tu as aussi des contacts pour nous mettre sur des projets un peu plus graphiques? Donc il avait cette frustration, et je pense qu'à un moment on aurait dû se parler ouvertement en disant voilà, si on avance comme ça, il faut qu'on se mette d'accord. Est-ce que tu es OK pour faire d'illustration, que de l'illustration? Et si c'est pas le cas, à un moment, enfin voilà, on n'est pas obligé de passer par la phase s'engueuler, s'envoyer des noms d'oiseaux. Il faut peut-être accepter de se dire bon bah écoute, on fait une pause. Moi, moi Laurent, la voix 100% illustration me convient très bien. Toi non, il est pas trop tard pour arrêter. Et toi, te réorienter vers des projets design graphique. Bref, c'était une discussion je pense qu'on allait avoir dans les semaines, les mois qui suivaient. Pas tout de suite parce que il attendait sa deuxième fille. Ouais. Il était hors de question que un mois, 2 mois. Tu voulais pas l'emmerder avec ça, ouais. Non, j'allais pas lui dire tiens, au fait, profite bien de ton congé paternité et pose-toi la question parce que je sais pas. Il y aura du changement. Ouais, c'est quand tu reviens, je sais pas. Ouais, tu vois, c'était horrible. Et encore une fois, c'est pas quelque chose que tu sors comme ça. Enfin, c'est vraiment une forme de rupture. Ouais. C'est tu peux t'engueuler avec ta femme, tu peux à un moment te dire là en ce moment tu me fatigues, tu peux penser genre, est-ce que je serais pas mieux tout seul en ce moment? Évidemment, tu peux avoir des pensées comme ça qui te traversent l'esprit. Il y a un énorme gap entre ça et dire écoute, assieds-toi, faut qu'on parle. Ouais. C'est fini, je prends mes valises et voilà. C'est toute proportion gardée. Ça veut dire qu'on serait resté amis, c'était juste professionnel. Mais ça, c'était quand même. Non, mais le mot rupture est pas anecdotique. Non, ça aurait été vraiment une rupture. Mais bref, je pense que de raconter ce récit publiquement, il y avait cette façon aussi d'assumer ces idées. Je sais pas comment les décrire, mais là, tu en parles de façon très très posée en fait, Laurent. Mais dans la BD, tu te ménages pas du tout. Tu te mets vraiment dans cette position où il y a des émotions très fortes comme la colère, la frustration, et tu explores vraiment en fait ces émotions-là justement qui ont pas eu de réponse. Oui, parce que parce que je raconte des rêves que j'ai faits dans les jours, les semaines qui ont suivi.
et que je raconte ses rêves tels que je les ai notés à l'époque. Là, je t'en parle, ça va faire dans quelques jours, ça va faire 8 ans. Donc évidemment, j'ai eu le temps d'y réfléchir, j'ai eu le temps de travailler et sur ce récit et sur ce que j'ai ressenti à l'époque. Mais ce que je raconte dans la BD, c'est pas ce que je ressens aujourd'hui, c'est ce que je ressentais vraiment dans les jours qui ont suivi. Mais le mettre en image, c'est quand même fort. Tu le disais tout à l'heure, c'est un processus délicat de raconter cette histoire-là. Et je me demande comment t'as vécu justement, parce que c'est une chose d'avoir une idée, de se dire qu'on va en faire un truc, que quelqu'un te la valide en disant ça ferait un bon livre. C'en est une autre de se raconter une histoire aussi douloureuse, aussi intime. Et tu le fais avec. Oui. Ouais, parce que je sais pas pour toi, Jérémy, moi ça m'a pris au trip ces pages-là. Elles m'ont scotché et tout prend au trip dedans. Ah oui, mais particulièrement ça parce que je trouve ça touche vraiment justement à cette ce partage en fait de la créativité entre deux personnes. Et il y a des questions qui sont des fois limite tabous. Et là t'as vraiment voilà tu les as mis en livre en fait, tu les as mis en séquence. Pour pas oublier ce que je veux dire, il y a deux choses. Il y a comment dire, j'étais très heureux que ça c'est pas que j'étais très heureux, je ne voulais pas faire ce récit, même si une maison d'édition m'avait approché, genre coucou, a sonné à ma porte en disant on se connaît pas, mais j'ai entendu parler de ton récit, je suis prêt à le faire. Si quelqu'un me l'avait proposé en 2016, 2017, 2018, je pense que j'y allais pas. C'était genre non, j'ai aucun recul. Voilà. Des fois, tu t'écris, tu notes des choses, tu dis tiens, le rendre public là tout de suite, ça va peut-être me faire du bien. Et puis des années après, tu dis non, j'aurais peut-être dû un peu. Enfin voilà, c'est digérer. Donc il y a ce premier point. Je suis très heureux d'avoir eu la chance de rencontrer mon éditrice. Il va falloir que je reprenne le fil des rencontres pour arriver à mon éditrice parce que je peux pas avancer dans cette interview sans la remercier elle et sans remercier Sarah. Bref, on va y revenir. Mais j'étais très soulagé que ça arrive dans le temps. Et tiens, j'y reviens. Mais Alix, finalement de Delcourt, au final quelques mois après, elle m'envoie un mail très gentil, très détaillé pour m'expliquer pourquoi le projet se fera pas avec Delcourt. Et pour plein de raisons, c'est nouvel auteur, sujet délicat, un calendrier de sortie assez chargé chez eux, bref, plein de raisons qui étaient genre on le fait pas. À partir de là, moi mon projet, il est resté dans un coin et ça m'a permis de continuer à le mûrir. C'est-à-dire que ce synopsis que j'avais écrit en 6 mois pour rendre mon dossier bon élève en temps et en heure à Delcourt, vu que ça s'est pas fait avec Delcourt, il s'est encore passé quelques années derrière où j'ai pu revenir sur ce synopsis. Je l'ai pas trop repris. J'ai quelques souvenirs qui sont arrivés. La scène de fin avec la nièce d'Anka, c'est un souvenir qui m'est revenu après, qui était pas dans le synopsis de départ. Le synopsis de départ proposé à Delcourt, ça se terminait sur je sors de l'expo avec mon père. Il voit que je suis pas dans mon assiette, il me dit est-ce que tu vas aller déjeuner? Je lui dis ouais avec plaisir, ça va me faire du bien. Ça se terminait comme ça. Et ce souvenir-là de cette discussion avec la nièce d'Anka est venu après. Donc le fait que ça soit pas fait dans l'urgence et que et que ça soit fait dans le temps, mais on parle de temps long, plusieurs années dans le temps long. Je pense que ça a été bénéfique au récit et c'était bénéfique pour moi. Et j'avais aussi quelque chose pas qui me rassurait, mais qui mettait un peu en confiance. Déjà, Anka avait relu le truc, m'avait aidé. C'était quand même une belle valeur ajoutée. Ça avait été lu par Delcourt, une vraie belle maison d'édition, qui m'avait pas dit ton projet il est à chier, faut repartir en écriture. Bref, c'est pour ça qu'on ne signe pas. Donc tu dis bon, quand même ça marche pas mal. Enfin, ça trouve écho. Mais j'avais aussi, je parle de notre deuxième ami qui est décédé au Bataclan, qui s'appelait Yannick. Et Yannick, je connaissais un peu, mais pas plus que ça. Mais par contre, je suis très très proche de son binôme avec qui il travaillait à l'époque,
qui est aussi dans les remerciements, Pedro. Et Pedro, que j'ai encore vu hier soir, on a eu une longue discussion. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de cette époque-là. Il s'est retrouvé comme moi du jour au lendemain. Il était en team professionnel avec Yannick, et il s'est retrouvé seul du jour au lendemain. Et c'est la seule personne à qui j'ai fait lire l'intégralité du synopsis et toutes les phases de croquis, de mise en page. C'est la seule personne, parce que je me dis, si lui comprend ce que je raconte dans ses rêves et la difficulté que je peux avoir à montrer ça publiquement, si lui, qui est passé par exactement les mêmes périodes de doute que moi, comprend mon récit, alors dans ce cas-là, ça va. C'est que je fais pas trop fausse route. C'était quoi tes réserves de montrer ça publiquement? Que ça soit me, myself and I, genre c'est très nombriliste, genre bon bah oui, t'as vécu un deuil, mais tout le monde en vit. En gros, ta petite histoire de chouchou, tu t'es retrouvé tout seul, illustrateur. Il y a pire dans la vie, quoi. Et c'est aussi la force qu'a eu Anka, c'est de sortir mon récit, mon synopsis initial de ma petite histoire pour l'amener vers quelque chose de plus mince, j'ai plus le mot, mais c'est on peut dire universel, non ouais, c'est ce voilà, qu'on te dirait, voilà. Oui. Et quelque chose qui parle à nos amis, qui parle aux gens qui étaient au Bataclan ou qui connaissaient des gens qui étaient au Bataclan ou aux terrasses, mais qui parle aussi aux Parisiens, qui parle à tout le monde, et qui puisse parler à des gens qui ne connaissaient personne au Bataclan, qui ne connaissaient personne en terrasse, mais qui voilà, peuvent être touchés comme tout le monde par des histoires par ce qui s'est passé à l'époque. Est-ce que tu as eu un moment où t'as eu peur de, ce que je pense pas du tout, mais d'instrumentaliser, tu sais, ton histoire, parce que tu étais au Bataclan? Alors, pour moi, ça doit sortir, ça doit être exorcisé, c'est tout le propos de Sens Créatif. Mais est-ce que justement, quand tu dis me, myself and I, est-ce que tu t'es dit, oh là là, est-ce que je tire parti du fait que j'étais au Bataclan pour faire une bande dessinée? Est-ce que ça t'a traversé l'esprit ou pas du tout? Oui. C'est à partir du moment où tu as une maison d'édition. Tiens, je reprends le fil de mes remerciements. Je t'en prie. Fais de la couture. Non, mais donc ça se fait pas avec Delcourt. Je laisse le projet dans un coin et je ne fais aucune démarche pour rencontrer la moindre maison d'édition parce que je me dis ça. J'ai ça au fond de ma tête en disant, en fait, tu vas démarcher toi-même des maisons d'édition pour parler d'un sujet où tu es là, genre, en fait, très honnêtement, enfin, évidemment que si j'avais pu ne jamais avoir à faire cette BD, j'en serais. Oui, complètement. Je serais très très heureux. Donc, aller démarcher des maisons d'édition en disant voilà, j'ai vécu ça et je voudrais le raconter. Et en gros, je voudrais que vous me signiez un contrat pour que je puisse le faire. Et c'est assez délicat. Donc, j'ai freiné des cas de fer et Alix de Delcourt m'avait fourni quelques contacts d'autres maisons d'édition qui étaient éventuellement intéressées par ce type de récit. Je les ai jamais contactés. Et je m'étais dit, voilà, ce projet, soit il se fait dans les 10 ans, donc 2025 grand maximum, soit il se fait pas. Et s'il se fait pas, c'est pas très grave. Oui, tu auras fait ton processus de deuil personnel et ouais, je pouvais m'arrêter à la phase de synopsis et de planche. J'avais travaillé sur moi-même, ça m'avait aidé à avancer. D'un point de vue personnel, ça me suffisait. Mais voilà, vous voyez, exactement pour répondre à ce que tu dis, Jérémy, il y a quand même ce truc, ce sentiment un peu, cet arrière-goût dans la bouche de dire, allez démarcher des gens pour dire, filez-moi un avaloir pour que je raconte à quel point je suis malheureux. C'est un peu délicat. Donc, j'ai fait aucune démarche. Qu'est-ce qui t'a fait passer le pas, du coup? C'est encore une fois les rencontres et les opportunités. Sarah, donc mon agent chez Talkie Walkie. Sarah Rebière, que j'embrasse. Et qu'on salue. Qu'on aime de tout notre amour. Sarah a un rendez-vous chez Robert Laffont avec Charlotte de Prémar, qui sera donc ma future éditrice. Pas du tout pour parler de roman graphique, de bande dessinée, mais tout simplement en tant qu'agent d'illustrateur,
pour montrer les doses de tous les illustrateurs en disant voilà, Robert Laffont, Editis, le groupe Editis, c'est plein de maisons d'édition différentes, c'est du livre scolaire, c'est du livre jeunesse, c'est plein d'opportunités pour les illustrateurs de pouvoir collaborer avec des auteurs, des maisons d'édition, des DA. Voilà, c'est un rendez-vous totalement professionnel de voyons-nous pour je viens moi en tant qu'agent vous montrer les bouts de mes illustrateurs. Le rendez-vous se passe, moi j'y étais pas, mais elle m'envoie un mail en me disant renvoie-moi tout de suite ton PDF, ton dossier que tu avais fait à Delcourt, parce que la discussion s'est terminée avec Charlotte en disant écoute, très bien, voilà, on va peut-être faire appel à un tel pour une couverture de roman, un tel pour tel autre projet à voir, mais moi je suis toujours ouverte à rencontrer des auteurs. Si parmi tes illustrateurs tu as quelqu'un qui a un projet de livre jeunesse, de livre illustré, de roman graphique, n'hésite pas. Voilà, mon travail d'éditrice, c'est d'être curieuse et d'être ouverte à toutes les opportunités. Et donc Sarah, merveilleuse agent qu'elle est, a sauté sur l'occasion. Je lui ai envoyé le PDF complet, note d'intention, synopsis, planche. Ouais. Et Charlotte lui a répondu en disant ça serait bien qu'on se voit tous les trois avec Laurent pour prendre un café. Donc on est allé avec Sarah chez Robert Laffont quelques jours après. C'était à l'époque où on n'était plus confinés, mais on portait encore tous le masque en rendez-vous. Donc tu sais, il y avait un côté un peu distance. T'as quelqu'un en face de toi, mais je me demande presque si j'étais pas à Maison Tangible à ce moment-là. J'ai comme ce souvenir-là. Peut-être que je me trompe totalement, hein, mais j'ai comme un vague souvenir. C'est possible. Il faudrait que je retrouve la date. Je crois que c'est en février. Il y a un an ou deux. Non, il y a 2 ans. Non, peut-être 3. Non, 3. Ah oui, bon, j'étais pas là. Alors. Et bref, au bout de 5 minutes de prendre ce café, malgré les masques, je comprends que c'est pas juste un café de courtoisie. C'est le projet nous intéresse et si t'as pas signé avec une autre maison d'édition, ben nous on veut bien te signer. Ok, du coup ça t'a soulagé et tu t'es dit allez. Et donc là en fait tu dis voilà, t'as fait tout ce travail un moment aussi pour avoir l'opportunité de le sortir. À partir du moment où on te propose une maison d'édition comme Robert Laffont te propose de le faire, là tu te dis pas genre oui non en fait je suis un peu mal à l'aise à le faire. Tu sais que t'es accompagné par une éditrice, par une vraie maison d'édition. Et que si à un moment le récit est un peu trop auto-centré, un peu trop comment dire, encore une fois, me, myself and I, ils sauront me le dire, ils sauront faire leur travail de. Et ils t'ont fait remarquer des trucs comme ça ou pas forcément? Non. Alors ça, c'est la chance inouïe que j'ai eue, c'est elle voit le synopsis, elle me dit ok, vas-y, Manco, on passe à la phase croquis, 160 pages, et tu nous fais les 160 pages en croquis. Pour qu'on puisse, on va commencer à travailler réellement le projet. Est-ce que pendant l'écriture et l'illustration de ces 160 pages, tu as eu des moments peut-être un peu compliqués, des morceaux qui ont été plus durs que d'autres, ou tu as peut-être eu envie de tout mettre sur pause ou d'arrêter le projet, je sais pas, des moments. Non, parce que c'est encore une fois. Il y avait une deadline. Ouais, exactement. Il y avait une deadline et c'était une commande. C'était une maison d'édition qui dit on signe un contrat, il y a un avaloir. Enfin, ouais, mais c'est vachement perso, c'est vachement intime quand même comme histoire. Ouais, mais c'est encore une fois le rendez-vous avec Delcourt, c'était 2 ans avant. Donc tu vois finalement, quand j'ai beaucoup de proches, même Edouard, mon agent, m'a dit mais est-ce que ça va en ce moment? Parce que bon, là, d'être dans cette phase de croquis, où là, t'es plus dans le synopsis qui est finalement du texte, quelques lignes pour expliquer le récit. Là, tu es dans le croquis, et ces croquis seront la base vraiment du rendu final de la bande dessinée. Et en fait, évidemment que oui, il y a des phases un peu difficiles. Évidemment que des fois, tu te mets un peu sur pause. La chance que j'avais, c'est aussi d'avoir des projets d'illustration de presse qui venaient, tu vois, me faire des pauses. L'illustration de presse, c'est 3-4 jours. Tu fais une pause de 3-4 jours pour réfléchir à un sujet totalement différent. Tu reviens là-dessus. T'es pas en continu sur un projet lourd comme ça. Donc ça allait. Et surtout, je me suis rendu compte à partir du moment où j'étais en phase de croquis que finalement toute la réflexion sur le fond était faite, était actée. Et là maintenant,
j'attaquais la forme pure. La forme pure, ouais, c'est ça, exactement. Pure. Ce que tu as d'ailleurs l'habitude de faire tout le temps en commande, quoi. Est-ce qu'il y avait des morceaux qui étaient peut-être initialement prévus dans le livre que finalement t'as enlevé, ou est-ce que tu t'es censuré sur 2-3 trucs Non, je me suis pas censuré. Il y a quelques passages que j'aurais aimé évoquer, mais ça fonctionnait pas. J'arrivais pas à les insérer dans le récit parce que ça parle par exemple de Pedro qui nous avait raconté avec sa compagne comment eux ont vécu à distance. Ils arrivaient chez des amis à Saint-Étienne et ils savaient qu'on était au Bataclan. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de raconter aussi comment des amis proches qui sont partis pour passer un week-end entre amis découvrent ça et à distance et ne peuvent strictement rien faire. Mais c'était compliqué à insérer. Donc c'était pas de la censure, c'était juste que dans le récit, à un moment, il fallait que ça tienne en 160 pages. Ouais, les besoins narratifs. Et puis voilà, pour des questions narratives, c'est un moment où tu te dis, faut faire arriver un nouveau personnage, il faut expliquer qui il est, la relation que tu as avec lui. Donc c'est plus ces questions-là qui ont fait que certains passages ont sauté. Et pour revenir à ce que je disais sur avec Charlotte, quand j'ai fait les croquis, je lui envoie donc tout le chemin de fer croquis, et je me dis bon bah là il faut que je m'attende à ce retour d'une maison d'édition qui est là. Alors là, le premier chapitre, très bien, chapitre 2 à réécrire, à revoir, chapitre 3, ça c'est pas clair, c'est pas ci, c'est pas ça, et je m'attendais à devoir passer par une phase de ça t'appartient plus vraiment, c'est un travail de commande d'une maison d'édition. Ils vont avoir des retours, ils vont avoir des commentaires. Je reçois un mail, le mail fait 2 lignes. C'est est-ce que la case sur la page 42-43, est-ce que la case numéro 4 à droite, on la passerait pas sur la page de gauche? Et est-ce que cette bulle de dialogue, est-ce qu'on réduirait pas à ça, puisque en fait tu l'évoques déjà dans la page d'avant? Dans le sur détail là. Ouais, le sur détail. Et j'ai dit mais en fait pardon, c'est tout. On me dit ouais, sinon le reste tout nous convient. Et là, tu te dis bon, ok, j'ai mon pote Pedro qui me dit que le récit, il le comprend. J'ai Anka qui c'est pas une narration facile, hein. C'est tu joues énormément justement sur les flous entre la réalité, les rêves, cauchemars, et puis les flashbacks, flash-forward. Enfin, ça part dans tous les sens. Ouais, je voulais pas mettre de date. Je voulais pas mettre de date, d'heure, parce que. Ouais, mais tu joues sur des éléments temporels. Par exemple, il y a un moment, on voit aussi l'horloge, donc le temps qui passe. Oui. Il y a un truc que j'ai particulièrement apprécié, c'est le petit clin d'œil justement parisien avec cette affiche Fluctuat Nec Mergitur qu'on voit au début, et à la fin en fait, elle se fait déposer. Et tout ça crée en fait, et c'est truffé en fait d'éléments temporels comme ça, et tout ça crée finalement un lien au temps qui n'est pas chronologique, mais qui nous aide en fait en tant que lecteur à toujours se raccrocher au moment où tu veux nous emmener avec toi en fait. Ouais, mais je voulais aussi un peu comme le fait que les personnages n'aient pas de visage, ça participait au côté universel du récit. Je voulais que, alors à la base, je fais pas les visages parce qu'en fait, ça avait un côté très cartoon, en fait, ça perdait en intensité. Ouais. En force. Je me suis posé la question de ça. Donc, mais dans tes illustrations, habituellement, ils ont pas souvent des visages. Pas souvent, ouais. Tu utilises aussi la technique, ouais. Ouais. Donc c'était pas trop nouveau pour moi, mais c'était ça faisait un peu trop cartoon, et 2, c'était assez perturbant pour moi de dessiner Eric. Il avait des lunettes avec grosse monture. Elles sont très présentes, ouais. Ouais, rien que ça, moi ça. Mais le personnage est impressionnant d'Eric, je trouve que. Mais voilà, aller plus dans le détail de la forme de ses yeux, la forme de sa bouche précise. Déjà ça revenait à un côté me, myself and I, c'est mon histoire, et j'empêche les gens de s'approprier le récit. Le fait que les personnages n'aient pas de visage, le lecteur peut s'approprier un peu en fonction de son vécu et de son ressenti, quel type d'expression tel personnage peut avoir à tel moment dans le récit. Et j'ai pas mis les dates aussi parce qu'il y a des repères temporels, comme tu dis, la fiche qui se dépose, donc on sait que c'est quelques semaines après. Ouais. Mais c'est des repères temporels assez légers. C'est je veux pas prendre les gens par la main. Et en fait, je me disais aussi, il y a des gens qui s'en sont remis très rapidement. En quelques jours. Moi, j'ai un pote qui était au Bataclan. Le lundi matin, il était au bureau.
sans jamais passer par la case psy, rien du tout. Et aujourd'hui, il va très bien. Enfin, tu vois, j'ai des gens qui n'étaient autour de moi qui n'étaient pas au Bataclan, qui n'étaient pas en terrasse, mais qui connaissaient qui nous connaissaient. Et ils s'en sont toujours pas remis. Un peu plus aujourd'hui, mais pour qui ça a été très très compliqué, très très lent. Donc la reconstruction est toujours quelque chose de très personnel. Et voilà, cette affiche fluctuate qui se fait déposer là de l'abribus, je me souviens l'avoir vue en me disant, c'est en fait, je trouvais ça normal parce que c'était quand même assez lourd d'avoir ces affiches noires dans Paris. Ça m'avait, je me souviens qu'à l'époque, je m'étais dit, dans ma phase de reconstruction, c'est pas trop tôt. Par contre, quand la voirie de la propreté de Paris a nettoyé toute la place de la République et tous les dessins, les fleurs en face du Bataclan, là pour le coup, j'étais genre ouais, c'est vraiment trop tôt, quoi. C'est beaucoup trop tôt, quoi. Mais c'était très personnel. Donc c'est des repères temporels, mais que chacun peut s'approprier et que voilà. C'est encore une fois pour que ça reste le plus universel possible. Ouais, complètement. Puis ça participe vraiment à l'utilisation faite des ellipses et puis justement ce blanc qui existe entre les cases, parce que tu réussis ça merveilleusement bien sur la plupart des pages. Il y a c'est une image, mais que tu découpes en fonction en fait des besoins du dialogue ou des monologues. Et est-ce que là, en regardant en arrière, il y a eu un ou deux moments forts pour toi pendant la réalisation de cette bande dessinée qui te reste en mémoire vraiment, genre ce morceau-là, autant positif que négatif, hein. Je te vois sourire. Ouais, j'en ai un, il est très très positif, c'est l'arrivée de notre enfant avec Anka. Ah oui. Et cette chance inouïe que j'ai pu avoir aussi avec Charlotte, que j'embrasse d'ailleurs, que je peux embrasser, Charlotte de Prémar, mon éditrice chez Robert Laffont, fantastique éditrice, donc on a un contrat, ça y est, il y a une deadline. La bande dessinée doit sortir en novembre 2022, et pour une sortie novembre 2022, il faut rendre les planches en mai 2022. Et sauf que Anka donc tombe enceinte, le terme sera mars 2022. Et là, je me rends compte que, le plus grand chamboulement dans ma vie va arriver en mars. La chance qu'on a en étant indépendant, c'est de ne pas avoir à compter nos jours pour le congé paternité, de pouvoir être présent, de pouvoir jongler un peu avec le travail à droite à gauche, mais surtout prendre du temps pour être là, quoi, pour Anka, pour lui. Je voulais pas me dire bon allez, je me fais 2 semaines de pause et je retourne travailler. Donc j'ai immédiatement contacté Charlotte en disant je suis très emmerdé. Je vois pas comment je peux avoir un enfant qui arrive en mars, profiter quelques mois. En fait, je voulais être là pendant toute la durée du congé maternité d'Anka. Elle reprenait le travail en septembre. Je voulais pouvoir être un maximum avec elle et avec lui pendant toute cette phase. Sauf que j'avais le rendu des planches en mai 2022. Et elle m'a dit, bah écoute, c'est pas grave, on va décaler, mais on va décaler d'1 an. C'est parce que il y a deux. Il y a des agendas, oui. Ouais, je suis pas un spécialiste, mais je crois qu'il y a deux grandes phases de sortie bande dessinée. C'est plutôt avril-mai pour en gros les BD d'été, et octobre-novembre pour les sorties romans graphiques, choses comme ça. Alors, je crois que ça s'étale un peu dans le temps. Mais en gros, elle m'avait dit, on a des dates de sortie. Donc pour une sortie octobre, il nous faut un rendu en mai. Donc on va pas décaler de quelques mois, on décale d'1 an. Donc tu as eu 2 bébés, un en 2022 et un en 2023. Voilà. Mais c'était pareil, c'était une pause évidemment merveilleuse, mais vraiment une vraie pause. Donc j'ai pas du tout travaillé sur la BD pendant ce temps-là. Je voulais pas être tu sais genre 1 heure avec un nouveau-né et l'heure d'après en train de mettre sur papier des rêves quand même extrêmement difficiles. Oui, t'as pas tout mélangé. Ouais. J'ai fait une vraie pause. Et pareil, ça participait aussi au fait que tout se fasse dans le temps long, avec des vraies pauses, des vrais temps de prise de recul, de réflexion. Ça contribue à la justesse de ton travail. Peut-être, en fait. ouais. Je suis persuadé que si cette BD était sortie dans les années, les 2-3 années qui ont suivi le Bataclan, c'est juste.
ça aurait pas été aussi juste. Et puis j'avais aussi besoin de développer mon style d'illustration, de le faire évoluer pour qu'il aille vers un style d'illustration qui serait le mien pour cette bande dessinée. Et ça se voit dans mon travail. Quand on travaillait avec Eric, on était très flat design, très géométrique. Et l'illustration de presse m'a amené à aller vers des silhouettes de personnages un peu plus réalistes, plus organiques, exactement. Et ça participait aussi. Ça me permettait de pouvoir proposer des idées qui fonctionnaient mieux dans ce style graphique que des idées flat design en illustration de presse ou pour d'autres clients. Mais je sais que dès 2017-2018, je me disais, si à un moment tu veux faire ton petit fanzine de 15 pages, tu le feras pas en flat design. Tu le feras pas avec des personnages très géométriques. Tu vas le faire avec des personnages aux proportions assez réalistes. Réaliste, ouais. Même si, évidemment, ça restait du dessin numérique comme je sais faire. Mais voilà, encore une fois, le temps long m'a permis aussi de développer ce style à travers les différentes commandes que j'ai pu prendre pour arriver à un résultat. C'est toujours pareil. Je sais que j'aurais pu faire mieux. Je sais que si cette BD sortait, j'ai commencé maintenant. Disons que si la BD sortie était le brouillon et que la vraie BD sortait dans 2 ans, je serais là, oui, c'est mieux, mais bon, dans ce cas-là, tu sors jamais rien, tu fais jamais rien. Exactement. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que il y a cette nécessité du temps long qu'on peut pas mettre en tactique ou en stratégie quand on démarre. On peut pas se dire faut que ça soit long pour que ça soit bon. Non, mais c'est comme les rencontres. C'est ça. C'est une question de chance, d'opportunité. C'est encore une fois tous les gens que j'ai remerciés du début à la fin. Et je suis content. Je crois que cette fois j'ai oublié personne parce que ça s'arrête à Charlotte. Vérifie, Jérémy. On a encore un peu de temps. Alors. Normalement, c'est Greg, Vainoui, Alix, Sarah, Charlotte. Benjamin. Dis Benjamin. Benjamin, c'est un ami réalisateur de cinéma, donc vraiment plus cinéma, avec qui j'avais eu quelques échanges pendant l'écriture du synopsis pour parler un peu de techniques d'écriture, de choses comme ça. Mais à un moment, je lui avais dit, écoute, en fait, c'est très intéressant, mais tu as vraiment une vision de réalisateur de cinéma. Donc avec tu penses direction d'acteur, tu penses cadrage, tu penses des choses qui peuvent être un principe en bande dessinée. Il y a de la bande dessinée qui est très cinématographique. Très cinématographique, qui va faire du champ contre champ, qui va reprendre toutes les techniques du cinéma. Moi, je suis plus de l'école du roman graphique, où justement le roman graphique permet de s'émanciper. Donc c'était très intéressant de discuter avec Benjamin, mais à un moment il fallait que je coupe court pour pas me mettre trop de barrières. Mais on lui envoie des bisous quand même. Tu l'as quand même mis dans les remerciements. Ah, mais évidemment, les échanges que j'ai eus avec lui étaient fondamentaux. C'est ce qui te pousse dans tes limites et c'est là où ça te permet de faire des choix aussi, de te positionner. Ouais, mais lui, c'était vraiment dans la phase de l'écriture du synopsis. Donc c'était l'époque synopsis Delcourt. Alors, il y a une chose dont on n'a pas encore parlé et qui boucle bien la boucle, c'est la soirée de lancement qui a eu lieu le jeudi 19 octobre au bar Le Festive à Paris, qu'on voit dans ta bande dessinée. Donc, ce bar, il a une importance particulière pour toi. Est-ce que tu peux nous raconter ? Alors, Le Festive, c'est mon bar de quartier. C'est le bar qui est en bas de ma rue, à 50 mètres. Maintenant, vous savez où habite Laurent. Ouais, exactement. Je suis pas sûr qu'il y en ait 40 en plus des bars qui s'appellent Le Festive. Et c'est le bar de quartier où tu te donnes rendez-vous avec un pote pour boire un verre rapide, à 2-3 pour dîner. Enfin voilà, le vrai bar de quartier où t'aimes bien aller, prendre un café, manger un morceau, fêter nos anniversaires. J'ai des potes qui habitent dans le 19e, 20e. Pour les gens qui habitent pas Paris, moi je suis plutôt côté 17-18 nord de Paris. Il faut bien une demi-heure en métro pour venir au Festive. Je connais des gens qui habitent dans le 20e qui organisent leurs anniversaires au Festive parce que c'est le bar sympa où tous les potes se retrouvent. Et c'était le bar où c'était une évidence à la suite du Bataclan. Évidemment, je reçois plein de messages d'amis, même des gens que j'avais pas vus depuis très très longtemps.
Et on avait tous ce besoin viscéral de, c'est très bien de s'envoyer un petit message, de s'appeler, mais on a besoin de se voir, on a besoin de se toucher, on a besoin de se prendre dans les bras, on a besoin de se voir physiquement. Et donc on a organisé, enfin on n'a pas organisé, on a donné rendez-vous 2 soirs de suite. Le premier soir pour les amis de Yannick et le lendemain, le deuxième soir pour les amis d'Eric, en sachant qu'il y avait énormément de monde qui était là aux 2 soirées parce qu'on avait beaucoup d'amis en commun, beaucoup de gens qui connaissaient peut-être très bien Yannick, un peu moins Eric ou inversement. Mais bref, c'est 2 soirs de suite où ça a été extrêmement fort. Ce que je raconte dans la BD, c'est que mon pote Patrick, c'est ce soir-là où il me propose de venir squatter son bureau quelque temps. À la base, c'était viens quelques mois, quelques semaines, quelques mois, puis on verra. Mais bref, ces 2 soirs-là sont très très importants. Ce bar a continué d'être, enfin, j'ai pas déménagé, donc c'est toujours mon bar de quartier, c'est des potes. Et quand le lancement de la bande dessinée approchait, Charlotte, mon éditrice, donc me dit bon, est-ce que tu as une librairie de quartier que t'aimes bien, un endroit là où tu aimerais qu'on organise un lancement officiel? Et immédiatement, je lui ai dit mais en fait, il y a un lieu qui fait sens et pour moi et pour tout le monde, c'est le Festif. Donc je suis allé voir Félix et Steve, parce que ça s'appelle le Festif parce que Félix et Steve sont les proprios. Et je leur dis bon voilà, je vous ai raconté, j'avais un projet de bande dessinée, bon voilà, ça sort dans quelques mois, et puis bon bah je me dis que c'est, et en fait ils m'ont coupé la parole, ils m'ont dit ouais, tu vas faire ta soirée ici, enfin, c'est évident, si tu la fais pas chez nous, en plus on te fera la gueule, quoi. Donc vendu. Donc j'ai rappelé Charlotte et je lui ai dit écoute voilà, on fait ça, on s'est associé avec ma librairie de quartier que j'adore, qui s'appelle l'Usage du Monde, qui est dans la rue juste à côté, pour qu'ils puissent s'occuper de la vente de la BD le soir même, et que le bar accueille en fait face à tout le travail de commande de bar, mais voilà qu'ils aient pas en plus à gérer les stocks, la vente. Il y a eu la race de monde, je crois. C'était je crois que j'ai mis 2 semaines à atterrir vraiment complètement. Ça a commencé j'avais donné rendez-vous à 19h, les premiers sont arrivés à 18h30. Je m'étais dit je vais pas passer ma soirée à dédicacer parce que j'ai envie quand même de profiter un peu du monde. Et si. Et en fait les 2-3 premières personnes qui arrivent, je me dis bon allez, il y a pas trop de monde. Je vous fais une petite dédicace, j'en fais 3, je lève les yeux. Il y avait 70-80 personnes, et à un moment ça s'est rempli, il doit y avoir 110 personnes. C'était assez fou, et les gens étaient là. Je voyais, alors j'ai pas pu profiter évidemment de la soirée comme j'aurais voulu, mais en même temps je vais pas me plaindre, j'étais derrière une table à dédicacer à des gens des amis très proches que je vois très souvent, des amis que je vois moins souvent, des gens que j'avais pas vus depuis le lycée qui sont venus, de la famille, des oncles, des tantes. Enfin, c'était des copains de copains, des gens que je connais par le boulot, mais sans plus. Des collègues illustrateurs, Claude qui est passé, mais j'ai pas eu le temps de voir qui que ce soit parce que je dédicaçais, et 2, c'est tout le monde a comparé ça à un mariage. Totalement, ouais. Tu n'as pas le temps de voir les gens, quoi. Ouais, tout le monde passe une très bonne soirée, sauf les mariés. C'est ça. Mais toi qui es invité, tu es là, mais c'était super. Le vin d'honneur était top. On a bien dansé, on a passé un super week-end. Mais toi, en tant que marié, t'es là, écoute, tant mieux pour vous, parce que moi, j'en ai pas vu la couleur. Mais ça reste quand même le plus beau jour de ta vie. Et c'est pas le plus beau jour de ma vie ce soir-là, mais c'était une soirée quand même très très importante, très très forte. Et même des gens, ça boucle une boucle, quoi. Ouais, exactement. Et il y avait des gens qui n'étaient pas là le 16 novembre 2015, parce que les 2 soirs on s'est retrouvés, c'était vraiment que les amis. Ouais. Là, le 19 pour le lancement de la BD, j'avais de la famille et j'ai reçu des messages. Ils disaient on était très heureux pour toi, on était très très heureux d'être là pour la sortie du livre, mais on était aussi très heureux que tu nous fasses, que tu nous autorises à être là, à un lieu qui finalement était réservé aux intimes entre guillemets pour à la sortie des attentats. Donc ouais, c'était une soirée extrêmement forte. Et maintenant que le livre est sorti, tu te sens comment t'apprendre la suite?
Ça fait quoi? C'est quand même un sacré bébé que t'as livré là. Ouais. Est-ce que les commandes t'empêchent d'y penser? Oui, ouais, aussi, oui, oui, beaucoup. Je suis content qu'il y ait toujours des commandes. Non, il y a eu plusieurs moments importants. Il y a eu tu rends les planches en mai, ça part en correction, photogravure, imprimeur, et finalement le vrai livre, je l'ai eu dans les mains une semaine à peine avant la sortie. Charlotte m'a appelé, m'a dit viens chez Lafon, c'est bon, on a reçu les cartons. Donc on y allait, et c'était un moment important. On y allait, Anka, Sarah et moi. Je voulais qu'elles soient toutes les deux là avec moi ce jour-là, parce que ça fait quelque chose de t'apporter ce récit pendant tellement de temps. Là, d'un coup, tu le connais par cœur, mais tu le découvres quand même parce que physiquement, t'as l'objet dans les mains. Et ça, ça met une petite claque. La soirée du lancement, énorme claque, et on a enchaîné. Je suis parti à un festival à Angoulême le week-end juste après, donc le lendemain de la soirée j'ai fait nuit blanche parce qu'évidemment ton cerveau il n'arrive pas à redescendre. Donc, j'ai fait une nuit blanche mais totale, mais vraiment j'ai pas dormi 5 minutes, et j'ai pris le train avec les équipes de Lafon pour aller à un festival de littérature et de bande dessinée à Angoulême. Organisé par la librairie Cosmopolite, une très grande librairie à Angoulême. Et c'est pas le off du festival de la BD, mais c'est un festival quelques mois avant. Et ça a été la première occasion pour moi d'être derrière une table et de voir des gens que je connaissais pas, qui me connaissaient pas. C'est ça que tu connais pas. Ouais. Et acheter mon livre et me demander un petit dessin, une bafouille, quoi. Et là, tu te rends compte que là, c'est concret. Ce qui est concret, c'était d'abord la famille, les proches, les amis, parce que personne ne connaissait le récit, personne ne savait ce que je racontais, à part Pedro qui l'avait lu, et à part Anka, Sarah, quelques personnes, mais les amis, la famille, les proches ou les moins proches, personne ne savait ce que je racontais dans le livre. Donc il y a eu cette phase de eux le découvrent, et avoir les retours, les messages, les textos, les mails de ces gens-là. Mais ce salon, c'était aussi se rendre compte que oui, vraiment, c'est public. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de moi, qui n'ont jamais entendu parler de Décroche, le voient en stock à l'entrée de la librairie et se disent ça m'intéresse, je vais l'acheter et je vais demander à l'auteur de me dédicacer. Donc ça, c'est les premières étapes. Et puis, en fait, ça, c'était la cerise sur le gâteau. Et tout ce qui vient à partir de maintenant, tout ce qui vient après la soirée de lancement, c'est la cerise sur le gâteau. Alors, j'ai l'impression qu'il y aura quelques cerises sur le gâteau, donc ça, c'est chouette. Mais non, mais enfin, je sais que je vais au festival d'Angoulême avec Lafon en janvier. Il y a des rencontres en librairie qui vont s'organiser. Cool. Tu vois, d'aller rencontrer. Tu vis la vie d'auteur de BD, c'est chouette, quoi. Sans jamais avoir voulu être auteur de BD. Alors ça, je veux pas que ça donne l'impression que je crache dans la soupe. Je n'ai jamais, je me suis jamais dit tiens un jour je ferai une BD. Non mais t'as répondu à un besoin et la bande dessinée elle était là quoi. Voilà, c'était une évidence. Le récit s'est imposé à moi et encore une fois je suis illustrateur et pas romancier. Si je devais le raconter, c'était par le dessin et pas par l'écrit. Mais alors d'un point de vue bande dessinée, c'est quand même vachement réussi. Merci beaucoup. Franchement, je te le dis, Laurent, c'est vraiment une très belle BD, quoi. Tu te vois continuer ou ce serait plutôt un one shot et puis tu passes à autre chose? Oui. Est-ce que ça va continuer la BD, Laurent Duvaux, en bande dessinée? Alors très honnêtement, je me suis pas posé la question. J'ai d'un point de vue autobiographique, j'ai pas plus à raconter. Je vais pas commencer à ma vie de papa. Voilà, mais est-ce que la fiction pourrait être aussi un moyen de peut-être de raconter d'autres choses que tu as envie de... Si j'y réfléchis, je me dis que c'est toujours pareil, j'ai besoin de la commande pour avancer, qu'une maison d'édition, que ce soit Lafon ou quelqu'un d'autre me dise, on a un auteur qui a un récit, qui a un scénario, et on pense que toi, avec ton visuellement style, ça colle, ça pourrait coller.
dans ce cas-là, oui, pourquoi pas. Ouais, c'est mais l'illustrateur de commande est toujours là. Ouais, mais toujours. Get ready. Mais non, par contre, de ne faire que ça voudrait dire ne plus faire d'illustration de presse, ne plus monter sur d'autres projets. Et ça jamais. Non, voilà, ça sera un craqueur. Ça c'est toi, ça. Ouais. Non, mais en fait, moi, c'est illustrateur de presse, mais pas que. Maintenant, c'est illustrateur de presse, auteur de BD, mais pas que. Mais à aucun moment, je me suis dit super, c'est une révélation. Je veux être auteur de BD et ne faire que ça. Ouais. Je sais comment ça va se passer. C'est pendant quelques semaines, quelques mois. Il y a quelques salons, quelques librairies, et puis après ça retombe. Bah oui, ça sera autre chose. Il n'y a pas une librairie dans 2 ans qui va me dire est-ce qu'on peut organiser une rencontre de dédicace au votif sorti en 2023. Ouais. Très juste. Donc il y a d'autres projets à côté. Puis j'aime bien le travail d'illustrateur de presse ou de com. C'est du temps court. Moi j'ai besoin de ça. Le travail sur temps long, psychologiquement quand même, c'est se dire tu montes sur un projet et t'es parti pour 2 ans. Il y a des gens qui ont besoin de ça, qui aiment ça. Moi, j'aime bien le fait qu'on me dise bonjour, on est lundi et le rendu c'est vendredi. Ouais, moi je suis pareil. Je suis pas du tout un moine. C'est pour ça que j'aime bien. Je sors aujourd'hui un épisode de podcast par semaine en fonction de mes différents podcasts, et j'aime bien cette rapidité, mettre une balle dans le barillet, bang. C'est pour ça que j'aimais bien l'illustration de presse également. Franchement, les gens qui bossent plusieurs années sur un projet, je lève mon chapeau. Moi, j'aurais absolument pas la patience. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Je suis pareil que Laurent. Ouais, non, mais c'était ma crainte avec la bande dessinée. C'était à partir du moment où, c'est signé dans une vraie maison d'édition, donc ça va sortir, ça va rencontrer son public. Je m'étais dit à partir de ce moment-là, tu le fais bien, tu le bâcles pas. Il faut pas que une fois que tu as l'ouvrage physique dans les mains, que tu le feuillettes, il faut surtout pas que tu dises putain, t'aurais pu faire un peu mieux, t'aurais pu quand même passer un peu plus de temps. Ah bah oui, non. Donc il faut pas avoir de regrets. Mais voilà, pour pas avoir de regrets, c'était c'est beaucoup de temps passé, des soirées, des nocturnes, des charrettes, tu sais, où tu bosses sur une page parce qu'elle te satisfait pas jusqu'au dernier moment. Et enfin, c'est un marathon, quoi. C'est toujours bête ce genre d'analogie, mais l'illustration de presse c'est un 100 mètres et une bande dessinée c'est un marathon. Un marathon, t'en fais pas un tout par semaine. Bah parfait. Merci beaucoup Laurent du coup de nous avoir raconté avec autant de détails ton marathon. Merci à vous les amis. Je suis hyper content d'avoir pu explorer ça avec toi parce que comme dit, j'étais là quand tiens, tu fais quoi? Je bosse sur une bande dessinée, une bande sur quoi? Bah sur ce que j'ai vécu et tout, et j'étais genre oh. Et là ça y est, c'est sorti, on a eu le plaisir de le lire il y a quelques semaines. Je sais même plus si je pense qu'on l'avait lu juste avant la sortie. Je sais plus. En tout cas, non, parce que je vous ai envoyé des exemplaires. C'est sorti le 19. Vous avez dû les recevoir 2-3 jours avant ou 2-3 jours après. Voilà. En tout cas, on a eu. Merci pour la dédicace, Laurent. Ouais. De rien. Carrément. Merci. Donc, on vous encourage tous et toutes, du coup, à aller vous procurer le bouquin, évidemment, dans votre librairie préférée. Et comme ça, vous avez les coulisses de la création de cette histoire, et qui vraiment, pour moi, c'était vraiment important parce que c'est aussi, ça incarne vraiment tout ce qui nous est cher avec Sens Créatif, le fait de vraiment utiliser la créativité c'est des grands mots, mais c'est vraiment ce que tu as fait pour transcender ton histoire, la rendre universelle, la partager avec d'autres. C'est une histoire, je veux dire, tu l'as fait du début à la fin, et je trouvais que c'était important de le partager avec tout le monde. Donc, Et moi, j'étais très content d'en parler avec vous. C'est la première fois que je mets des mots sur ce projet. Donc voilà, j'étais très content que la première, ça soit avec vous. Comment tu te sens alors, du coup, d'avoir mis des mots dessus? Bien, on sent bien avec vous. C'est toujours agréable de passer 1 heure avec vous. Bon, ça va. On est bien avec toi. C'est une discussion entre potes, donc tu vois, c'est pas comme si j'étais en face d'un journaliste que je connais pas. Il faut choisir tes mots, voilà. Oui, non, là c'est une vraie discussion, et puis voilà, l'avantage du temps long de l'interview d'1 heure, 1 heure et demie, c'est t'as le temps de parler, t'as le temps de développer, de revenir sur. Carrément.
Encore une fois, merci Laurent. Laurent, l'autre, est-ce que tu peux nous faire un petit topo des prochains rendez-vous, des 2 prochaines semaines et puis une petite actualité pour la fin d'année? Très juste. Alors, mardi prochain, on se retrouve avec toi, Jérémy. Oui, c'est ça, oui. Et voilà. Et on va parler de tous les nouveaux formats de podcast que t'as lancé depuis quelques mois. T'arrêtes pas d'enchaîner. Donc on va revenir un petit peu sur ce switch que tu fais dans ta carrière de créateur. On parlera ensemble. Et ça sera à 12h30 mardi prochain. Dans 2 semaines, on reçoit Christian Junot qui viendra nous parler d'un sujet super tabou, l'argent, parce que c'est un spécialiste de la thématique. Notamment, en fait, il travaille avec des personnes pour parler de tout ce qui est le rapport à l'argent. Donc ça sera le 21. Oui, ce que je peux ajouter, c'est sur Twitch, voilà. Bon, je pense qu'on fera le même format à Riverside. Je pense que ça vous a plu sur Riverside. Il n'y aura plus d'épisodes exclusifs pour les patates jusqu'à la fin de l'année. Maintenant, les prochains, donc les 2 prochains sont. Oui, on a terminé ça sur Twitch. Ouais. Et donc, non, vas-y, continue, pardon. Voilà. Et non, j'allais juste ajouter qu'il est coach et conférencier également, Christian Junot. Voilà. Je pense que vous devriez bien apprécier son approche. Il a écrit un livre et il est déjà passé sur pas mal de podcasts. Et il a vraiment une parole très très juste, très très équilibrée, très très intéressante et challengeante sur le sujet. Et c'est un sujet qu'on a en 5 saisons, on l'a jamais vraiment abordé frontalement parce que c'est juste un sujet compliqué. Et donc du coup là, c'est l'occasion de vraiment l'adresser, mais avec quelqu'un qui a un regard vraiment très précis. Donc voilà, si vous avez envie d'entendre parler de pognon sur Sens Créatif, ce sera une première, donc c'est dans 2 semaines. Et puis vous pouvez enfin noter la date du 6 décembre prochain à partir de 19h parce qu'on va se retrouver à la Slow Gallery. Et qu'est-ce qu'on va faire à la Slow Gallery, Jérémy ? Eh bien, ce sera notre traditionnel épisode de clôture en public pour cette saison 5. On ne peut pas encore vous en dire trop, on va sûrement vous en parler très très prochainement. Mais ça va être, je crois, une soirée assez emblématique. On prépare 2-3 petites surprises. Et pour ceux qui connaissent Sens Créatif depuis le début, et Laurent, l'autre, t'étais là aussi. Le premier enregistrement en public de Sens Créatif a eu lieu à la Slow Gallery, qui était une galerie que j'affectionne et que beaucoup de personnes affectionnent tout particulièrement. On affectionne tous, ouais. Voilà, ça fait partie des gens qu'on aime d'amour aussi. Lamia, Cyril, toute l'équipe de la Slow Gallery, c'est fantastique ce lieu. Si des gens n'habitent pas à Paris et doivent passer 3 jours à Paris, c'est intéressant. Je pense il faut y passer. Je pense même, Laurent, que j'ai peut-être vu pour la première fois ou la deuxième fois ton travail là. Je pense que je t'ai vu exposer là, dans les prints, et je me suis dit, mais Laurent Duvaux, ça me dit quelque chose. Je pense que je l'avais déjà vu. On se connaissait pas encore à ce moment-là. Et c'est marrant. Du coup, avec Laurent, c'est déjà croisé là-bas aussi. Ah ouais, non, c'est un super lieu de rencontre, la Slow Gallery. Même pas forcément les soirs de vernissage, mais en journée, tu passes. Lamia, il y a toujours quelqu'un qui est en même temps que toi, qu'elle va te présenter. T'as le temps de prendre un café. Enfin, c'est un lieu chaleureux. Ouais, il y a une très belle énergie dans ce lieu. Donc, s'il y a une très belle énergie, que c'est chaleureux, venez faire la fête avec nous. Donc, pour cet enregistrement en public, il y aura des illustrateurs, des illustratrices, la touch Sens Créatif et 2-3 surprises. On vous dévoilera les détails. Mais notez bien déjà, vite, très 6 vite. décembre, 19h. À Paris. Non. Et à la Slow Gallery, voilà. À la Slow Gallery. Voilou. On a fait le tour. On n'a pas demandé si les personnes avaient des questions pour Laurent, mais je crois que le chat a été relativement calme. Je crois qu'il s'était scotché à ton histoire. Oui. Il y avait une question de Lou quand même, si Laurent veut y répondre. C'est du carnet de croquis jusqu'au livre dans les mains. Combien de temps exactement il s'est écoulé ? On a dû en parler, mais 2016-2023. Ok. Le carnet de croquis, c'est fin 2016 où j'avais noté mes rêves et je les mettais en croquis justement pour un peu visualiser. Mais je ferai, je pense, une story ou un post Instagram où je mettrai les photos des croquis. Ça rassurera tout le monde sur les bonhommes bâtons. Les bonhommes bâtons. C'est un peu comme une écriture de médecin. C'est la base. Même le médecin n'arrive pas à se relire. Comme ça. Il y a la boîte à Robin qui dit impossible de le commander dans ma librairie quartier à Sancier, pour interrogation. Une solution pour ceux qui peuvent pas se déplacer.
Alors, j'ai plusieurs échos de gens qui n'arrivent plus à le commander. Faut que je vois ça avec la maison d'édition. Je crois que c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est que tout le stock est actuellement en librairie. Et donc, ça peut-être, ça veut dire du réassort, de la réimpression à un moment donné. Là, je t'avoue, c'est tout ce qu'on souhaite au livre. C'est tout ce que je me souhaite, mais j'ai aucune idée du nombre d'exemplaires qui ont été tirés pour le lancement. C'est tout à fait possible aussi qu'une maison d'édition se dise on va quand même pas non plus enfin tu vois, c'est pas Astérix, on va pas imprimer 15 millions d'exemplaires pour inonder la France, on va voir ce que ça on va voir ce que ça donne, et si ça prend, on refait un tirage. Ça m'étonnerait pas que ça soit ça, mais encore une fois, c'est pas du tout dans mes compétences, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Mais oui, j'ai entendu j'ai des échos d'amis me disant j'arrive plus à le commander, donc je crois qu'il faut voir dans d'autres librairies s'ils peuvent s'échanger s'ils ont encore un peu de stock à droite ou à gauche. Allez, la chasse à la bande dessinée est ouverte. On vous souhaite à toutes et à tous un très bon reste de journée. Merci Laurent, encore une fois, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine pour un petit épisode bonus, du coup, pour vous raconter ma life. Voilà. Allez, à très bientôt. Des bisous. Salut Laurent. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté Sens Créatif. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. N'oubliez pas de nous soutenir sur Patreon ou Tipeee. Vous pouvez aussi partager l'épisode avec vos amis ainsi que sur vos réseaux sociaux. Un grand merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Retrouvez toutes les infos sur le site www.senscreatif.fr ainsi que sur Instagram @senscreatif_podcast. Si vous avez des commentaires ou des idées pour des invités, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message. Sur ce, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, restez créatifs et surtout, n'oubliez pas, everything is connected! Anybody here seen my old friend Abraham? Can you tell me where he's gone? He freed a lot of people, but it seems good they die young. You know, I just looked around and he's anybody here seen my old friend John? Can you tell me where he's gone? He freed a lot of people, but it seemed good they die young. I just looked